La nuit où tout a basculé, Abidjan était noyé dans une pluie chaude qui collait aux façades comme un rappel obstiné de ce qui ne voulait pas s'effacer. Et Malik Kwame, déjà millionnaire à 34 ans, regardait depuis son penthouse le port où son père avait laissé sa dernière trace de pas, une empreinte perdue au milieu des rails rouillés et des conteneurs cabossés, et il se répétait qu'on ne tombe pas dans le vide par hasard. Pas un docker chevronné comme Joseph Kouamé, pas un homme qui connaissait les rythmes du port mieux que le chapelet des heures, pas un père, pas le sien. Il s'entêtait à revisiter chaque détail du dossier qu'il avait reconstruit à la main, les photos imprimées sur papier mat, la carte satellite annotée, les noms soulignés au feutre rouge et au centre de la toile. Un nom avait fini par briller comme une lame au soleil. Jean-Baptiste Morel, magnate des transports, propriétaire discret d'une flotte de cargos et d'un empire logistique qui se nourrissait du va-et-vient des marchandises comme le lagon de la marée. Un homme à qui l'on serrait la main en se sentant flatté d'exister devant son sourire à peine courtois. La police avait expédié l'affaire. On parlait de maladresse, de fatigue, de boisson, de pluie. On avait même retrouvé un témoin qui prétendait avoir vu Joseph trébucher. Mais Malik connaissait la sobriété presque religieuse de son père et l'instinct du porc qui vous tient les chevilles comme une mémoire vivante, et il avait pensé « Si la justice dort, je la réveillerai moi-même ». C'est ainsi qu'il avait bâti sa fortune, en vendant d'abord des pièces détachées de téléphone dans un box étroit de Treichville, puis en intégrant la chaîne d'approvisionnement, puis en rachetant les concurrents, puis en imposant aux banquiers ce regard tranquille qui dit « Vous avez besoin de moi autant que je crois avoir besoin de vous ». Et c'est avec cette même audace obstinée qu'il avait commencé à tirer, un à un, les fils invisibles qui menaient jusqu'à Morel, les sous-traitants fictifs, les commissions qui changèrent de nom comme des poissons dans une eau trouble, les inspecteurs du port qui signaient sans lire, les chefs d'équipe qui détournaient un peu de tout pour remplir des poches où les billets avaient à l'odeur du gasoil. L'idée n'était pas de porter Morel devant un tribunal, pas encore. L'idée était de lui enlever ce qu'il tenait le plus serré, l'assurance que le monde tournerait toujours à son avantage. Il fallait le faire douter, puis l'isoler, puis l'écraser. Et Malik avait donc programmé son plan comme on prépare une marée, par paliers et silence. Et c'est là, dans le calme parfait d'une vengeance qui prend son temps, que surgit une faille qu'il n'avait pas prévue. Une présence qui d'abord n'avait été qu'un éclat discret à la périphérie. Une femme aux yeux noirs, vêtue d'une robe crème trop simple pour la réception du club ivoire. Une femme qui s'ennuyait visiblement au milieu de ces conversations où l'on se jauge, et qui, par un hasard ironique, se tenait justement près de la baie vitrée, d'où l'on voyait le même port étaler ses lumières trembler. Il ne savait pas encore son nom, seulement qu'elle regardait le monde avec une gravité qui lui serra la poitrine comme si soudain quelqu'un, ailleurs, avait prononcé le prénom de son père. Il s'était approché, non par jeu mais par sécheresse du cœur, pour oublier un instant la mécanique froide de ses dossiers, et ils avaient parlé, et ce fut étrangement facile. Elle aimait la photographie argentique, collectionnait des appareils anciens qu'elle réparait elle-même, disait que la lumière tropicale était un animal indompté, et que la ville montrait son véritable visage aux heures où les vendeuses de fruits replient leurs nattes. Elle avait ri en ajoutant qu'elle n'aimait pas venir dans ces soirées où l'on expose ses trophées comme des têtes de cerf, et Malik, malgré lui, avait ri aussi. Quand elle dit enfin « Je m'appelle Naël », il répéta le prénom pour en goûter le grain, et lorsqu'au détour d'une phrase elle prononça leur nom de famille, Morel, ce fut comme si la baie vitrée avait vibré, un infime bourdonnement de verre, et le plan qui jusque-là tenait droit dans son esprit s'inclina d'1 degré, juste assez pour que l'horizon devienne moins net. Il n'en montra rien, posa seulement des questions inoffensives, apprit qu'elle avait grandi entre Abidjan et Marseille, qu'elle avait étudié l'architecture avant de bifurquer vers l'urbanisme social, qu'elle travaillait avec une fondation qui finançait des bibliothèques de quartier et des ateliers pour jeunes, apprit aussi qu'elle aimait la pluie, parce que la pluie efface le bruit de fond de la ville. Et quand ils se quittèrent, il avait déjà décidé de l'oublier, comme on ferme un tiroir qu'on ne rouvrira pas. Le lendemain pourtant, sur son bureau, une invitation l'attendait. Un vernissage discret dans une ancienne conserverie de poissons reconvertie en lieu culturel. Une série de photographies sur la ville nocturne. Et le nom de Naël figurait au bas de l'affiche parmi les organisateurs. Il hésita, puis eut honte de son hésitation, se rendit à l'événement en se promettant d'y rester 15 minutes, tout au plus,
Mais la conservatrice, une femme vive aux cheveux courts, lui demanda s'il accepterait de dire quelques mots sur l'entrepreneuriat social, puisque sa fondation. Car oui, Malik, par stratégie autant que par conviction, avait créé une fondation très visible. Soutenait l'événement. Il improvisa, parla du droit de se raconter soi-même, de la nécessité pour une ville d'écouter ses quartiers. Et pendant qu'il parlait, il apercevait Naël, plus loin, concentré sur une ampoule défectueuse, penché sur la prise, les mains tachées de poussière. Après, ils restèrent longtemps assis sur une marche. Et il lui dit une chose qu'il n'avait dite à personne. Que depuis la mort de son père, il s'était mis à marcher la nuit, seul dans la ville, pour vérifier que tout tenait encore debout. Que malgré les circuits d'argent, les mensonges et les rapports, il y avait toujours des façades, des volets, des chiens qui aboient, des conducteurs de gbaka qui s'insultent avec une inventivité d'artiste, des femmes qui rient fort sous des pagnes trop lourds. Naël écouta en silence, puis elle lui parla de ses ateliers à Abobo, du garçon qui garnissait ses cahiers de cartes mentales pour comprendre pourquoi sa mère ne revenait pas, de la fille qui photographiait uniquement des mains parce que les visages mentent, des pères fatigués, des mères aimantes, des zones où l'on apprend à esquiver sans devenir transparent. Plus tard, très tard, quand ils se dirent au revoir, il sut qu'ils n'oublieraient pas, et cela l'effraya. Les jours suivants, il reprit pourtant la mécanique du plan, contacta un journaliste d'investigation qu'il payait pour poser les mauvaises questions, intima à son directeur financier de bloquer un flux de cash suspect qui reliait une filiale de Morel à un transitaire au Bénin, envoya un bouquet de fleurs à une veuve dont le mari avait disparu dans un conteneur scellé où l'on cachait autre chose que des pièces détachées, et chaque geste avait la précision d'une horloge suisse. La nuit, il retrouvait Naël, parfois entouré d'amis, parfois seul à marcher sans parler vers le bord de l'eau, où les pirogues, alignées comme des onglets, découpèrent des silhouettes patientes contre les néons du port, et il se répétait qu'il pouvait tenir les deux extrémités de sa vie à la fois, que l'amour et la justice pouvaient cohabiter à condition de ne pas prononcer certains noms. Il évitait d'ailleurs habilement le sien, le nom de Morel, le rangeait derrière leur rire, leur peau après la pluie, la saveur de l'attiéké qu'elle aimait saupoudrer d'un peu trop de piment. Et dans ce montage fragile, il y avait une joie neuve, une clarté à laquelle il ne s'était pas préparé, comme si sa colère se reflétait dans une eau plus large et perdait une partie de sa densité. Tout bascula un dimanche après-midi, chez elle, un appartement lumineux du plateau, rempli de plantes et de livres d'architecture, où une photographie encadrée attira son regard, une image en noir et blanc montrant un homme de dos au bord d'un quai, l'épaule gauche tombante, la nuque épaisse, une silhouette qu'il reconnut avant d'eux. L'accepter, son père. Il sentit son cœur se déboîter, la pièce tournoya, et Naël expliqua doucement que la photo venait d'un carton ramené par son propre père, qu'il l'avait récupéré d'un photographe du port qui avait vendu plusieurs tirages d'une série intitulée « Les hommes du soir », qu'elle l'avait gardé parce que cette silhouette lui rappelait la fatigue des héros muets dont la ville s'appuie sans les nommer. Malik ne dit rien. Mais quelque chose en lui se fendilla, une fêlure fine qui laissait passer un courant d'air glacé. Cette nuit-là, il ne dormit pas, relut de bout en bout le rapport que son informateur au port lui avait envoyé, revécut la séquence des heures qui avaient précédé la chute. Un conteneur suspect arrivé la veille, scellé 2 fois, déplacé, puis réapparu sur un autre quai. Une altercation entre Joseph et un superviseur. Un appel téléphonique à un numéro appartenant à une société écran liée à Morel. La pluie qui s'était mise à tomber plus tôt que prévu. La caméra de surveillance qui avait cessé d'enregistrer pendant exactement 12 minutes. Et à l'aube, il sut qu'il devait accélérer. Il programma la fuite d'un document compromettant vers la cellule anticorruption. Organisa l'achat d'un témoignage clé. S'assura que la presse recevrait au bon moment les extraits les plus lisibles de cette architecture de fraude. Projeta même de faire saisir un cargo de Morel pour irrégularité de manifeste, un spectacle public, humiliant, bref et brutal. Au milieu de cette orchestration, Naël l'appela, sa voix voilée par une fatigue qu'il ne lui connaissait pas. Elle disait que son père était malade mais secret, qu'il s'isolait, qu'elle avait trouvé dans son bureau des lettres anciennes où l'on parlait d'une dette dont on ne prononçait pas le nom. Elle disait qu'elle avait peur qu'il s'éteigne sans avoir parlé, et Malik entendit la supplication derrière les mots. « Dis-moi que les pères ne sont pas que des souverains d'argile, dis-moi qu'ils peuvent demander pardon. » Il la rejoignit dans un petit restaurant au bord de l'eau. Ils mangèrent presque en silence. Puis elle posa sa main sur la sienne,
et dit qu'elle savait qu'il y avait en lui une tension, qu'elle n'osait pas la nommer, qu'elle se contentait d'espérer que ce qu'il construisait n'était pas une maison bâtie sur du sable mouvant. Malik faillit tout avouer, et il se tut, honteux de mesurer son amour au trébuchet d'une stratégie. La veille de l'attaque finale, il reçut un message de son journaliste. « J'ai un témoin de première main. Il veut parler ce soir. » L'adresse indiquait un bar discret derrière la cathédrale Saint-Paul. Le témoin était un chef d'équipe du port, visage taillé à la serpe, main d'ouvrier qui ne se défait plus de la poussière du ciment, odeur de tabac et de pluie. Il parla vite, comme pour arrêter un saignement, expliqua qu'un ordre venu d'en haut avait exigé de dégager la voie pour un conteneur, que Joseph s'était interposé, que le superviseur, un certain T, avait menacé de le virer, que la caméra s'était mystérieusement éteinte, et qu'ensuite on avait seulement entendu un cri. « Qui en haut ?» demanda Malik. Et l'homme baissa les yeux, souffla « Morel », puis ajouta, après un silence trop long, « ou quelqu'un qui se couvrait avec son nom. » C'était assez pour déclencher le piège, assez pour faire s'effondrer un empire. Il sortit dans la nuit diluée, composa le numéro de l'officier de la cellule, fixa l'heure, valida la coordination avec les douanes, puis resta un moment immobile sous un baobab comme un homme trop vite revenu de la guerre. Il voulut appeler Naël, se dit que demain il aurait besoin, plus que jamais, de sa voix, et reporta. Le matin se leva avec une brutalité de métal, et lorsque la saisie commença, lorsque les uniformes se déployèrent sur le quai comme une mosaïque bleue, lorsque l'on ouvrit les conteneurs et que jaillirait l'épreuve, des marchandises sous-facturées, des médicaments périmés, des matériaux extraits illégalement d'une mine dont personne ne voulait prononcer l'emplacement, un message s'afficha sur l'écran de Malik. Un numéro inconnu, 3 phrases qui le coupèrent en deux. « Arrête, ce n'est pas ce que tu crois. Viens à la villa. C'est à propos de Joseph. J.B. Morel. » Il hésita, pensa au théâtre du port, à la presse qui affluait, à la justice enfin mise en marche, puis pensa à la photographie accrochée dans le salon de Naël et à la peur dans sa voix lorsqu'elle parlait de son père, et il se dit qu'un homme qui a appris la patience dans la pauvreté peut offrir 1 heure à la vérité. À la villa, il trouva un homme diminué, la peau trop grande pour lui, des mains tremblantes qui tentèrent de tenir une tasse. Morel le reçut dans un bureau austère où aucune photo de famille ne traînait, et il parla sans emphase, comme on parle quand chaque phrase coûte 1 minute en moins à vivre. Il dit qu'il avait fait du mal, qu'il ne cherchait pas d'excuses, qu'il avait construit un empire en acceptant que la morale soit un outil parmi d'autres, mais il dit aussi qu'il n'avait pas ordonné la mort de Joseph, qu'au contraire Joseph avait été son informateur, le seul à avoir compris que certaines ramifications de son réseau lui échappaient, qu'un groupe puissamment armé utilisait ses navires pour autre chose que de l'évasion fiscale, qu'ils avaient essayé ensemble, maladroitement, de remonter la filière, et que Joseph était mort parce qu'il avait mis le pied au mauvais endroit, pas parce qu'on l'y avait poussé sur ordre de Morel. Malik ne bougea pas, stupeur chaude, colère froide. Il demanda des preuves. Morel lui tendit un dossier, des enregistrements, des reçus, des messages où l'on entendait la voix reconnaissable de Joseph qui se méfiait mais voulait nettoyer la maison de l'intérieur. Il y avait aussi des noms que Malik ne connaissait pas, des sociétés logées dans des paradis qui n'avaient jamais figuré dans ses schémas. Et au bas d'une lettre, une signature, Joseph Kwame. « Pourquoi me dire cela maintenant ?» demanda Malik, et Morel répondit « Parce que je vais mourir, et que je ne veux pas que ma fille porte pour toujours l'ombre d'un crime que je n'ai pas commis, même si j'en ai commis d'autres, et parce que j'ai l'étrange faiblesse de croire que vous aimez ma fille, et que ça pourrait être le levier qui nous manque pour casser ceux qui m'utilisent comme un paravent. » Malik sentit l'ancien sol disparaître sous ses pieds, le plan s'effilocher, le sang se reconfigurer avec la lenteur d'une marée inversée. Il pensa au port, à la pluie, à la photographie, à Naël qui disait que la ville montre sa vérité quand on écoute le bruit des pas, et il sut que la vengeance qu'il avait portée comme une armure risquait de devenir une chaîne s'il n'acceptait pas de la déposer, ne serait-ce qu'un instant. Il ne promit rien. Il prit seulement le dossier. Il sortit sans saluer. Il appela la cellule anticorruption pour leur dire de tenir là. Saisi mais d'attendre avant d'inculper Morel, il marcha longtemps au hasard des rues, les voitures étonnamment calmes, les klaxons comme des oiseaux. Il arriva chez Naël au moment où la pluie reprenait, et il lui tendit le dossier sans parler. Elle lut, silencieuse, les doigts crispés, puis releva la tête. Et dans ses yeux, il vit passer en même temps la douleur, la suspicion, la maigre lueur de quelque chose de vivable,
Et elle dit seulement « S'il dit vrai, alors on a plus grand que nos 2 pères à affronter. » Ils restèrent là, dos contre la porte, à écouter la pluie qui tambourinait sur la ville. Et le monde, qui d'abord s'était réduit à une ligne de front entre 2 noms, se déplia en un réseau plus touffu, où chaque pas devait être pesé. Au port, on scellait les conteneurs saisis. À la villa, un vieil homme s'endormait enfin sans parure. Dans la ville, une caméra qui s'était tue 12 minutes des mois plus tôt se remit à clignoter après maintenance. Et il semblait à Malik que le temps, pour la première fois depuis la chute de Joseph, n'était plus une flèche tendue, mais une spirale ouverte dans laquelle il fallait apprendre à descendre sans perdre le souffle. Cette nuit-là, Malik ne rentra pas chez lui. Il resta longtemps à marcher dans les rues du plateau, comme un homme qui redécouvre le sol qu'il foule. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune qui faisait briller les flaques, les taxis passaient en silence, les fenêtres des immeubles étaient assez closes, et dans cet entre-deux où la ville dort sans vraiment dormir, il sentit pour la première fois que sa colère n'avait plus de direction claire. Elle tournait en rond à l'intérieur de lui, comme un animal qui cherche une issue dans une cage sans porte. Il se demanda ce qu'aurait pensé son père de cette rencontre, de cette fille, de ce mensonge qui n'en était peut-être pas un. Le vent chaud de la lagune montait, charriant l'odeur du sel, du gasoil et du poisson séché, mélange familier qu'il associait à son enfance, quand Joseph le réveillait à l'aube pour aller réparer un treuil ou compter les caisses avant la marée. Il revit les mains de son père, épaisses, solides, tachées d'huile mais pleines de douceur quand elles lui caressèrent la nuque. Il revit son rire, celui d'un homme qui croyait encore que l'effort pouvait racheter la misère. Et il comprit que sa vengeance, loin d'être un hommage, avait fini par trahir ce rire. Elle n'était plus un cri de justice, mais un mur entre lui et tout ce qu'il aurait pu aimer. Vers 3 heures du matin, il s'assit sur un banc face à la lagune. Les reflets des immeubles dansaient à la surface noire. Il sortit le dossier que Morel lui avait donné, le rouvrit, feuilleta les pages. Il y avait les dates, les échanges codés, les signatures. Il reconnut même une écriture qu'il n'avait pas vue depuis 20 ans. Celle de son père. La lettre, courte, disait seulement « Je crois qu'ils m'ont repéré. Si je n'en reviens pas, dis à Malik que j'ai essayé, que je n'ai pas trahi. » Et tout se mélangea. La colère, la tendresse, la honte. Il se sentit soudain fatigué, terriblement fatigué. Comme si les mois passés à manœuvrer, à épier, à se battre contre des ombres, avaient vidé son corps de toute substance. Le jour commençait à naître, et il décida d'aller voir Naël une dernière fois avant que tout ne s'embrase. Quand il arriva, elle était encore éveillée. Les volets entr'ouverts laissaient entrer la lumière pâle de l'aube. Elle se tenait debout devant la fenêtre, enveloppée dans un drap, le visage nu. Elle ne parla pas, mais son regard disait tout. La peur, le doute, l'attente. Il posa le dossier sur la table, s'assit, et pendant un long moment, aucun mot ne franchit leurs lèvres. Puis il dit simplement « Ton père n'est pas celui que je croyais. Le mien non plus, peut-être. » Elle s'approcha, s'assit face à lui. Le silence entre eux avait la densité d'une confession. Elle prit ses mains, et il sentit dans ce contact quelque chose de désarmant, une vérité sans phrase. Ils passèrent la journée ensemble, comme suspendus hors du temps. Naël parlait peu, mais ses gestes étaient pleins d'attention. Elle préparait du café, ajustait les rideaux, rangeait distraitement quelques livres, comme si s'occuper des choses du quotidien pouvait empêcher le reste du monde de s'effondrer. Malik la regardait faire, conscient que chaque mouvement, chaque respiration pouvait être la dernière avant que tout bascule à nouveau. Il savait que la tempête médiatique éclaterait d'un moment à l'autre. Les journaux parleraient, les réseaux s'enflammeraient, la justice s'emparerait du dossier. Il était trop tard pour revenir en arrière, mais il voulait comprendre avant que la vague ne le prenne. En fin d'après-midi, le téléphone de Naël sonna. Elle pâlit. C'était l'hôpital. Son père venait d'y être admis. Elle se leva d'un bond, attrapa son sac. Malik voulut l'accompagner. Elle hésita un instant, puis acquiesça d'un signe de tête. Le trajet jusqu'à la clinique fut silencieux. Abidjan semblait figé, étouffé par une chaleur moite. Devant la porte vitrée, un médecin les attendait, visiblement nerveux. Morel avait fait un malaise, sa tension était instable, son cœur fragile. Il était conscient, mais affaibli. Quand ils entrèrent dans la chambre, l'air sentait le désinfectant
et la fatigue. Morel était allongé, pâle, relié à des machines dont le bip régulier semblait rythmer ses derniers instants de pouvoir. Il regarda Naël, tenta un sourire, puis son regard glissa vers Malik, plus dur, plus lucide. « Vous avez lu les documents » dit-il d'une voix rauque. Malik acquiesça. « Alors vous savez qu'ils ne s'arrêteront pas. Ceux qui m'ont utilisé n'aiment pas laisser de témoins. » Il toussa, reprit. « Ce que vous avez déclenché au port, c'est un début. Mais ce réseau ne s'effondrera pas avec moi. Il faut aller plus haut. Plus loin. » Malik serra les poings. « Donnez-moi des noms. » Morel eut un sourire triste. « Les noms ne servent à rien sans preuve. Ce qu'il faut, c'est le disque dur. » Joseph savait où le trouver. Je pensais qu'il l'avait détruit. Il l'a peut-être caché. Si vous le retrouvez, vous saurez tout. Mais dépêchez-vous. D'autres le cherchent aussi. Naël posa une main sur le bras de son père, suppliante. « Papa, arrête, repose-toi !»« Non, » répondit-il. « Il doit savoir. » Puis, dans un souffle, il ajouta. « Le port n'est qu'une façade. Le vrai pouvoir, il se cache dans la poussière rouge du Nord, là où les routes se perdent, là où l'on enterre les secrets. » Son regard se voila. L'écran du moniteur s'emballa, puis se stabilisa. Le médecin entra précipitamment. Malik et Naël furent repoussés dehors. Dans le couloir, Naël s'effondra sur une chaise. Elle pleurait sans bruit, les mains serrées contre son visage. Malik resta debout, le dos contre le mur, le regard vide. Il comprenait que le piège s'élargissait, que la mort de son père n'était qu'un écho d'une guerre plus vaste, une guerre d'intérêts, de terres, de minerais, de frontières invisibles. Il comprenait aussi que le lien entre Joseph et Morel, loin d'être une rivalité, avait peut-être été une alliance brisée, et cette idée le déchirait davantage que la haine. Le soir, quand ils sortirent de la clinique, la pluie recommençait à tomber. Ils marchèrent jusqu'à la voiture sans un mot. Sur le siège passager, Naël ferma les yeux, épuisé. Malik conduisait lentement, perdu dans ses pensées. Chaque feu de signalisation semblait une hésitation. Il se disait qu'il devait partir, chercher ce disque dur, suivre la piste du Nord, mais une part de lui refusait d'abandonner Naël. Il la raccompagna chez elle, resta sur le palier. Avant d'entrer, elle murmura « Si tu pars, promets-moi de revenir. Pas pour la vérité, pour moi. » Il hocha la tête sans parler. Il savait que ce genre de promesse, quand la nuit s'épaissit, pèse plus lourd qu'un serment. Le lendemain, il était sur la route. Le ciel bas, gris, semblait écraser la ville derrière lui. Il roula longtemps, traversant des zones industrielles, des villages endormis, des champs de cacao noyés sous la brume. À mesure qu'il s'enfonçait vers le nord, le paysage changeait, plus sec, plus vaste, presque minéral. Il suivait la trace laissée par une adresse griffonnée dans un vieux carnet de Joseph, une note en marge d'un plan de quai. Baffing, entrepôt 17. Arrivé à la périphérie d'une petite ville poussiéreuse, il trouva l'entrepôt. Une bâtisse de tôle, abandonnée, rongée par la rouille. À l'intérieur, tout semblait mort depuis des années. Des caisses éventrées, des outils, des journaux. Et pourtant, dans un coin, sous une bâche, il trouva une mallette. Elle était scellée. À l'intérieur, un disque dur, une clé USB et une photo. Joseph et Morel, côte à côte, souriant, devant un camion chargé de sacs de minerais. Derrière, une inscription à la peinture blanche. Projet d'Antokpa. Malik sentit son cœur battre plus fort. Le disque était froid dans sa main, comme une promesse dangereuse. En sortant, il entendit un bruit de moteur. Une voiture noire s'était arrêtée non loin. 2 hommes en descendirent. Pas des ouvriers, pas des passants. Des silhouettes lisses, silencieuses. Il comprit qu'il savait. Il n'eut pas le temps de réfléchir. Il courut vers l'arrière du bâtiment, brisa une vitre, s'élança dans la poussière. Les balles sifflèrent. Une le frôla, arracha un éclat de tôle. Il se jeta derrière un mur, reprit son souffle, puis s'enfuit par un sentier bordé d'arbres maigres. Le disque dur serré contre lui, il roulait presque dans la boue rouge. Les hommes le poursuivaient, précis, méthodiques. Après des minutes qui lui parurent des heures, il atteignit un vieux pont de fer,
En dessous, un cours d'eau étroit. Il sauta. L'eau glacée le frappa comme un mur. Il resta sous la surface, retenant son souffle, tandis que les pas martelaient le pont au-dessus. Quand il remonta, haletant, le silence était revenu. Il resta longtemps dans le lit de la rivière, trempé, grelottant, mais vivant. Il marcha jusqu'à un village voisin, trouva refuge dans une petite pension tenue par une femme âgée qui ne posa pas de questions. Il passa la nuit à décrypter le disque. Les fichiers s'ouvraient lentement, des dossiers chiffrés, des vidéos, des relevés bancaires, des cartes, et au milieu de tout cela, un nom revenait sans cesse. Koroma Industries, société minière enregistrée à Freetown, propriétaire officieuse de plusieurs concessions dans le nord ivoirien. L'une d'elles, selon les documents, exploitait clandestinement des ressources stratégiques transportées par les cargos de Morel vers l'Europe. Mais le plus terrible, c'était un enregistrement audio. La voix de Joseph. S'il me trouve, dis à Malik de ne faire confiance à personne. Même pas à ceux qui portent mon nom. Le sang de Malik se glaça. Était-ce un avertissement contre Morel? Ou contre un autre, plus proche encore? Il écouta le fichier plusieurs fois. Chaque inflexion sonnait comme une énigme. Et soudain, il comprit. Joseph parlait à un tiers. On entendait en fond un bruit de voiture. Puis une autre voix, familière, presque tendre. Celle de Morel. Les deux hommes parlaient à voix basse, comme des alliés sur le point d'être trahis. Et à la fin, Joseph disait « Si je tombe, protège-la. Protège Naël. » Malik sentit un vertige. Pourquoi son père aurait-il demandé cela à Morel? Quelle relation les liait? Était-ce possible que Naël ait été la raison cachée de tout? La lampe vacilla. Dehors, les chiens aboyaient. Il referma l'ordinateur, le cœur battant. Il savait désormais qu'il n'était qu'au seuil du mystère, et que la vérité, loin d'apaiser, allait ouvrir des plaies qu'aucun amour ne refermerait. Il resta longtemps éveillé cette nuit-là, incapable de dormir. Le disque dur posé sur la table en bois, son reflet tremblant dans la lumière vacillante d'une bougie. La pluie fine tambourinait sur le toit de tôle et chaque goutte semblait compter le temps qu'il n'avait plus. Dans la pièce voisine, la vieille femme fredonnait une prière à voix basse, un chant ancien venu du fond du pays, et cette mélodie le ramena brusquement à son enfance, à ces soirs où Joseph rentrait du port, épuisé, mais le regard fier, posant sa main sur sa tête avant de murmurer « Un jour, tu sauras ». Était-ce à ce savoir-là qu'il l'avait préparé? Ce savoir amer où la vérité coûte plus cher que la vengeance? Il se leva, ouvrit la fenêtre, laissa le vent humide lui gifler le visage, et se dit que la douleur avait une odeur, celle du fer mouillé, du bois pourri et de la mémoire qu'on exhume. Au matin, il reprit la route. Le soleil frappait fort, les paysages défilaient, rouges, arides, ponctués de cases de terre et d'enfants qui jouaient nus dans la poussière. Il roulait sans but précis, seulement poussé par cette voix intérieure qui lui disait d'aller plus loin, d'approcher du cœur de la toile. Il savait que quelqu'un, quelque part, le suivait déjà. Le téléphone qu'il avait éteint depuis la veille vibrait dans sa poche. Il l'alluma brièvement, vit les appels manqués. 3 de Naël, 2 d'un numéro inconnu. Il hésita, puis rappela Naël. Sa voix, à l'autre bout, était brisée par les larmes et la peur. « Malik, il faut que tu reviennes. Ils ont perquisitionné la villa, ils ont tout pris. Les papiers, les serveurs, tout. Ils disent que mon père a signé des contrats d'exportation frauduleux. Ils nient, mais ils veulent t'interroger. Ils disent que tu es impliqué. » Il ferma les yeux, sentit son estomac se nouer. « Écoute-moi, reste à l'écart, d'accord? Ne parle à personne. Fais-moi confiance. » Elle voulut insister, mais la ligne se coupa. Il savait que le filet se resserrait. Au premier village, il s'arrêta, acheta une carte SIM, changea de téléphone. Dans une échoppe, un vieil homme l'observait avec méfiance. « Vous venez d'où » demanda-t-il. « D'Abidjan » répondit-il. Le vieil homme hocha la tête, murmura « Là-bas, les grandes eaux. Ici, c'est la terre qui avale les secrets. » Malik ne répondit pas, mais cette phrase resta accrochée à lui comme une ombre. Quelques kilomètres plus loin, la route se divisa.
Un panneau presque effacé indiquait « Mine de Gibemou, 12 km ». Ce nom figurait sur un des documents du disque dur. Il hésita, puis tourna. La piste était chaotique, bordée de troncs brûlés et de collines pelées. À mesure qu'il avançait, il croisait des camions bâchés, sans plaques, qui soulevaient des nuages de poussière. Des hommes armés, sans uniforme, surveillèrent les passages. Il ralentit, fit semblant de chercher sa route. L'un d'eux s'approcha, regarda l'intérieur du véhicule, demanda d'un ton sec. « Vous cherchez quoi ici ?» Malik improvisa. « Je livre du matériel pour la centrale. » L'homme le scruta, hésita, puis le laissa passer. Un peu plus loin, il gara la voiture derrière un talus et continua à pied. Le bruit des machines montait, un grondement continu, comme une bête qui respire. En contrebas, la mine s'étendait à perte de vue. Un cratère rouge, des excavatrices, des lampes suspendues, des silhouettes couvertes de boue. Les visages des ouvriers étaient creusés, fatigués, presque transparents sous la poussière. Il sortit son appareil photo, celui que Naël lui avait offert, et prit quelques clichés. Pas pour dénoncer encore, pas pour prouver, mais pour se souvenir de ce qu'on appelle le progrès quand il dévore les hommes. Soudain, une voix derrière lui. « Vous n'auriez pas dû venir ici, monsieur Kwame. » Il se retourna brusquement. C'était un homme grand, en chemise beige, une cicatrice sur la tempe. Il tenait une arme, pas menaçante encore, mais prête. « Qui êtes-vous » demanda Malik. L'homme répondit calmement. « Disons que je travaille pour ceux qui ne veulent pas que ce disque dur voie le jour. Vous avez quelque chose qui ne vous appartient pas. » Malik garda le silence. « Donnez-le-moi, et on oublie tout. Vous retournez à votre vie, vos affaires, vos fondations, vos femmes. Ce monde-là n'est pas le vôtre. » Malik inspira profondément. « Vous avez tué mon père. Vous croyez que je vais m'arrêter maintenant ?» L'homme sourit. « Votre père ?» Il savait. Il a voulu jouer à plus fort que lui. Et vous rejouez la même partition. Vous croyez encore à la justice. Il leva l'arme. Malik fit un pas en arrière, sentant la chaleur du métal à travers le canon pointé sur lui. « Tirez, alors, dit-il. Mais si vous me tuez, d'autres viendront. » L'homme hésita. Ce fut suffisant. Un bruit de moteur surgit derrière la colline, des phares éblouirent la scène. L'homme jura, tira une balle dans le vide et s'enfuit dans la poussière. Malik courut vers la voiture, son cœur battant à s'en rompre. Il roula toute la nuit, fuyant la mine, la chaleur, les visages, les balles qui avaient sifflé. À l'aube, il atteignit Korogo. Là, il trouva refuge dans une mission catholique. Un prêtre, un homme maigre au regard clair, lui ouvrit. « Vous semblez perdu, mon fils. » Malik hésita. « J'ai seulement besoin d'un endroit où penser. » Le prêtre lui offrit du pain, de l'eau, une chambre nue. Dans la pénombre, Malik s'effondra sur le lit. Son sommeil fut peuplé de voix, celle de Joseph, de Morel, de Naël. 3 fils emmêlés, 3 visages d'une même vérité. Quand il se réveilla, le prêtre était là, assis, lisant un vieux livre. « Vous parliez dans votre sommeil, dit-il. Vous disiez ne pas trahir. » Malik détourna le regard. « Parfois c'est plus facile de haïr que de comprendre, » murmura-t-il. Le prêtre hocha lentement la tête. « La haine, c'est de l'amour qui a perdu la lumière. Cherchez la lumière avant qu'elle ne s'éteigne. » Ces mots le frappèrent plus fort que les balles. 2 jours plus tard, il reprit la route vers Abidjan. Il savait qu'il devait revoir Naël, qu'il devait lui dire tout, même ce qu'il craignait. Le disque dur contenait des preuves capables de faire tomber des ministres, des chefs d'armée, peut-être même des présidents. Mais il contenait aussi une part d'humanité qu'il n'avait pas prévue. Des lettres de Joseph à Morel, des échanges sur leur rêve commun d'assainir le commerce maritime, des photos d'eux jeunes, riant, croyant encore à la droiture du travail. Cette alliance perdue entre un docker et un magnate lui serrait le cœur. Ils avaient en voulu réparer le monde, et le monde les avait broyés. Quand il arriva à Abidjan, la ville était en ébullition. Les journaux titraient sur « Le scandale du port ». Des manifestants criaient devant les bâtiments du ministère. Des vidéos circulaient. Morel, toujours hospitalisé,
était accusé officiellement de détournement de fonds et de complicité d'homicide. Nahel était harcelé par la presse. Malik gara sa voiture loin du centre, prit une mototaxi et se rendit discrètement chez elle. Elle l'attendait. Son visage portait la fatigue des nuits blanches, mais ses yeux brillaient d'une détermination qu'il ne lui connaissait pas. « Tu es vivant », dit-elle simplement. Il posa le disque dur sur la table. « J'ai trouvé ça. C'est ce qu'il cherchait. Il y a les preuves. Et peut-être aussi la rédemption. » Elle le regarda longtemps, puis dit « Tu crois encore à la rédemption, toi ?» Il baissa la tête. « Je ne sais plus à quoi je crois. Mais je sais que nos pères ne méritent pas d'être enterrés sous des mensonges. » Ils passèrent la nuit à tout décrypter ensemble. Les fichiers révélaient un système tentaculaire reliant le trafic de minerais à des entreprises de sécurité privée, à des comptes politiques, à des cargaisons de médicaments falsifiés. Le réseau dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Quand le jour se leva, ils savaient que 2 options s'offraient à eux. Tout divulguer, au risque d'être anéanti, ou tout brûler pour survivre. Nahel s'approcha de lui, posa une main sur sa joue. « Si on fait ça, il n'y aura pas de retour, ni pour toi, ni pour moi. »« Il n'y en a déjà plus, » répondit-il. Elle ferma les yeux, l'embrassa. Le baiser avait le goût du sel et de la poussière. Il sut à cet instant que quoi qu'il arrive, il ne pourrait plus la perdre. Mais au dehors, la ville grondait, des sirènes, des cris. Quelqu'un frappait à la porte. Nahel se figea. Malik prit le disque dur, le glissa dans son sac. La porte vola en éclats. 3 hommes armés entrèrent, criant son nom. Malik eut juste le temps de sauter par la fenêtre. Le verre explosa. La douleur lacéra son bras, mais il tomba dans la ruelle et s'enfuit. Derrière lui, des détonations. Il courut, sans se retourner, le cœur en feu, tandis que la pluie recommençait à tomber sur Abidjan. Et dans le tumulte de la ville, entre le vacarme des sirènes et les éclairs du ciel, il sut que la vérité n'était plus une destination, mais un chemin sans retour. La pluie se mêlait à son sang tandis qu'il courait dans la ruelle. Les murs ruisselants résonnaient sous les rafales, et chaque pas soulevait la boue d'une ville qui semblait vouloir le retenir. Les cris derrière lui se perdèrent dans le grondement du tonnerre, des phares balayaient les façades, puis plus rien, juste la pluie, les battements de son cœur et l'écho d'un monde qui s'effondrait. Il longea le marché du plateau déserté, traversa la chaussée, se réfugia sous un abri de fortune. Ses mains tremblaient, mais il gardait le sac contre lui, le disque dur toujours là, froid, comme une vérité qu'il n'avait pas encore osé regarder en face. Il sortit son téléphone, hésita, puis appela Nahel. Aucun son. Juste la tonalité, puis le silence. Il rappela encore, jusqu'à ce que la voix mécanique d'un répondeur lui dise que la ligne n'était plus attribuée. Il resta là, figé, sous la pluie battante, avec cette peur sourde qui vous tord les entrailles, quand vous réalisez que ce que vous aimez a peut-être été arraché du monde sans vous prévenir. Il finit par reprendre la route à pied, longeant la baie, passant devant les entrepôts du port, ces mêmes hangars où son père avait travaillé, rit, puis disparu. Chaque pas était une mémoire. Il repensa à Joseph, à ses paroles, à cette phrase écrite sur un bout de papier jauni. « Ne te laisse pas avaler par la colère, mon fils. Elle a faim, mais jamais assez pour nourrir ton âme. » Alors il marcha jusqu'à ce que la pluie cesse, jusqu'à ce que la fatigue le fasse tomber à genoux. Là, sous un pont, les mains serrées contre le sac, le souffle court. Il ne savait plus ce qu'il fuyait. La mort, la vérité ou lui-même. Quand il se réveilla, le jour était levé, la ville encore humide, et un homme se tenait près de lui, un gilet orange sur les épaules, un balai à la main. Il le regardait avec un mélange de curiosité et de pitié. « Hé, mon frère, tu veux de l'eau ?» demanda-t-il. Malik hocha la tête, accepta la bouteille. Le balayeur ajouta doucement. « J'ai vu des gars tourner cette nuit, des voitures sans plaque. Ils cherchaient quelqu'un. Fais attention. » Il acquiesça, remit son sac sur l'épaule et reprit sa marche. Il savait qu'il devait disparaître. Il se rendit à Yopougon, dans un vieux cybercafé où il avait autrefois ses premiers bureaux. Là, derrière les écrans poussiéreux, un jeune homme au regard vif leva la tête. « Patron Malik ? C'est vous ?» C'était Idriss, un ancien employé qui l'avait aidé autrefois. « Ferme la porte », murmura Malik.
Idriss s'exécuta, inquiet. Il lui expliqua tout, sans tout dire. Juste assez pour que le jeune homme comprenne la gravité. J'ai besoin que tu copies ces fichiers sur plusieurs serveurs, sécurisés, et que tu en envoies une copie à cette adresse mail. Si je ne te contacte pas dans 3 jours, publie tout. Idriss blêmit. C'est dangereux, patron. Oui, mais c'est nécessaire. Pendant qu'il travaillait, Malik resta à la fenêtre, observant la rue grouillante. Des enfants couraient, des vendeuses criaient, la vie continuait, indifférente au drame qui s'écrivait dans l'ombre. Il pensa que c'était peut-être cela, la vraie force du peuple. Continuer à vivre, même quand les puissants s'entre-déchirent. Quand Idriss eut terminé, Malik le remercia, lui laissa une liasse de billets. Si on te pose des questions, tu ne m'as pas vu. Il sortit dans la lumière aveuglante du matin. Son plan était désormais clair. Retrouver Nahel, découvrir qui, derrière Morel et Joseph, tirait les fils de cette guerre silencieuse. Il contacta discrètement l'un de ses alliés restés fidèles, un commissaire à la retraite nommé Dossou, ancien ami de son père. Dossou accepta de le rencontrer à Bassam, à la tombée du jour. Quand Malik arriva, le vieil homme l'attendait sur la plage, un verre de gin à la main. Le vent salé soulevait les pans de sa chemise. « Tu es dans de sales draps, petit. J'ai reçu des ordres d'en haut. Ton nom circule. On te fait passer pour le complice de Morel. » Malik serra les dents. « Ils veulent effacer les témoins. » Dossou hocha lentement la tête. Toujours la même histoire. Quand la vérité menace de remonter, on jette du sang sur l'eau. Malik lui tendit une clé USB. Il y a tout là-dedans. Des preuves, des noms. Je veux que tu les gardes. Si je disparais, fais-les sortir. Dossou prit la clé, la glissa dans sa poche. « Et Nahel ?» demanda-t-il. Malik détourna les yeux. « Je ne sais pas où elle est. » Dossou resta silencieux un moment, puis murmura. « Alors retrouve-la avant qu'eux ne le fassent. Parce qu'ils vont la chercher, eux aussi. » Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il marcha le long de la plage, le sable froid sous ses pieds, le ciel criblé d'étoiles. Il se dit que la mer ressemblait à la vérité, belle, dangereuse, imprévisible. À l'aube, il reçut un message inconnu. « Je l'ai. Si tu veux la revoir, viens seul. Ancienne conserverie, 19 heures. » Il relut le texte plusieurs fois, chaque mot battant comme un tambour dans sa poitrine. Il savait que c'était un piège, mais il n'avait pas le choix. Toute la journée, il prépara mentalement la rencontre. Il nettoya son arme, vérifia les fichiers restants, écrivit une lettre sur une feuille déchirée. « Si je ne reviens pas, dis à Nahel que je l'ai aimé plus que ma vengeance, et dis au monde que Joseph Kouamé n'a jamais trahi. » Il la glissa dans sa veste. Quand le soir tomba, il retourna à Abidjan. L'ancienne conserverie où il avait rencontré Nahel la première fois n'avait pas changé. Murs écaillés, ampoules nues, odeur de fer et d'eau stagnante. Il entra seul, la lumière clignota. Et au fond de la salle, une silhouette apparut. Nahel, assise sur une chaise, les poignets attachés. Un homme se tenait derrière elle, visage masqué, arme à la main. « Enfin, dit la voix, le héros arrive. » Malik avança lentement, les mains visibles. « Laisse-la, c'est moi que tu veux. » L'homme rit. « Toi, tu crois encore être le centre du jeu ? Tu n'étais qu'un pion, Malik, comme ton père, comme Morel, comme elle. » Il posa la main sur l'épaule de Nahel, qui tremblait. « Donne-moi le disque, ou elle meurt. » Malik le fixa droit dans les yeux. « Tu ne sais pas ce qu'il contient. Au contraire, trop bien, et c'est pour ça que tu vas me le donner. » Il sortit lentement le sac, posa le disque dur sur le sol entre eux. « Laisse-la partir. » L'homme s'avança, baissa la tête, tendit la main. Au moment où ses doigts effleurèrent le sac, une détonation retentit. Une seule. L'homme chancela, s'écroula. Derrière lui, Nahel tremblait, un revolver encore fumant dans la main. Malik se précipita, coupa ses liens, la prit dans ses bras. Elle sanglotait. « Je croyais que c'était fini, qu'il m'avait... » Il la serra plus fort. « C'est fini, maintenant.
mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas vrai. Ils sortirent ensemble dans la nuit. La pluie avait cessé, mais l'air sentait la poudre et la peur. Malik prit sa main. « Il faut partir. Ce disque est notre seule arme. On ne peut plus rester ici. » Ils se dirigèrent vers le port, vers le même quai où Joseph était mort. Là, sous le ciel gris de l'aube, ils gravirent la passerelle d'un vieux cargo en partance pour le Ghana. Le capitaine, un ami de Dossou, les fit monter sans poser de questions. Sur le pont, Naël s'appuya contre la rambarde, regardant les lumières d'Abidjan s'éloigner. « Tout ça, pour ça, » murmura-t-elle. Malik posa la main sur son épaule. « Non, pour eux. Pour que leur mort ait un sens. » Le vent souleva ses cheveux, elle se tourna vers lui. « Et après ? Après, on continue, on fait éclater la vérité, ensemble. » Elle hocha la tête, sans répondre. Le cargo s'éloignait, lentement, brisant la surface calme de la lagune. Dans le ciel, le soleil perçait à travers les nuages, une lueur timide mais réelle. Malik ferma les yeux, inspira profondément, sentit pour la première fois depuis des années quelque chose qui ressemblait à la paix. Mais derrière eux, à des kilomètres de là, sur un écran dans une pièce obscure, une caméra de sécurité montrait l'image de leur départ. Une main effleura la surface du moniteur. Une voix calme dit « Laissez-les partir, ils nous mèneront au reste. » Puis l'écran s'éteignit. Et sur la mer qui s'ouvrait devant eux, le vent portait déjà le goût amer d'une guerre qui n'était pas terminée. La mer s'étendait jusqu'à l'horizon. Le cargo fendait l'eau comme une bête lente et blessée. Sur le pont, Malik restait immobile, le regard perdu vers la ligne tremblante du matin. Il pensait à Joseph, à Morel, à tout ce qu'il avait détruit au nom de la vérité, et à tout ce qu'il devait encore affronter pour la mériter. Derrière lui, Naël dormait enfin. Le vent jouait dans ses cheveux, et pendant un instant, il se dit que peut-être, dans ce monde qui saigne de ses secrets, l'amour restait la dernière forme de courage. Mais au fond de lui, il savait que ce disque dur n'était qu'une clé, qu'une porte venait de s'ouvrir sur un territoire plus vaste, là où les routes rouges du Nord cachent des vérités que même la mer ne lave pas. Alors il prit une profonde inspiration, ferma les yeux, et murmura « Papa, si tu m'entends, je vais jusqu'au bout. » Le navire s'éloigne, le ciel s'éclaire, et la voix de Malik s'éteint dans le vent. Parfois, la justice commence là où la vengeance s'arrête. Mais personne ne revient indemne. Et vous ? Que feriez-vous à sa place ? Fuir ? Ou affronter l'ombre jusqu'au bout ? Si vous voulez connaître la vérité sur le projet d'Antokpa, sur ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, alors ne manquez pas la suite. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez l'histoire, et dites-moi en commentaire, croyez-vous encore que la vérité libère, ou qu'elle détruit ?